Hello à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour votre point quotidien sur la NBA. Comme tous les matins, vous avez l'habitude maintenant, on va décrypter ensemble ce qui s'est passé cette nuit, revenir sur les matchs, les stats, les faits, un peu tout ce qu'on a retenu. C'est donc notre CQFR vidéo sur la chaîne Basket Session Reverse. Et comme d'hab, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai. Salut Antoine. Un Shai Mamou qui doit être bien content parce que les Grizzlies ont gagné. Donc je vous donne les scores, hein. Les Grizzlies ont battu les Lakers 103 à 93. Ça fait un partout dans cette série. Milwaukee a battu Miami 138 à 122. Pareil, ça fait un partout dans cette série. Et Denver a battu Minnesota 122-113. Là, pour le coup, ça fait 2-0 pour les Nuggets. Shai, donc 3 matchs, une belle nuit de basket. Qu'est-ce que tu retiens en priorité de cette soirée? Je retiens que les deux équipes qui ont joué sans leur franchise player, sans leur superstar, ont finalement réussi à s'en sortir alors qu'elles étaient en plus sous pression parce que Milwaukee était mené 1-0 et que par mesure de précaution, Giannis Antetokounmpo a pas joué ce match et que Milwaukee a quand même gagné et que comme on pouvait là aussi s'y attendre, Memphis a joué sans Ja Morant. Bon, c'était game time decision, mais il pouvait pas dribbler avec sa main blessée déjà à la veille, donc ça semblait compliqué. Ils ont quand même battu les Lakers. Pour égaliser un partout. Donc, ça montre que ces deux équipes qu'on finit très haut dans leurs conférences respectives et qu'elles vont au-delà de leur superstar. En fait, elles sont capables de gagner des matchs. Tu le martelais bien hier. Je suis sûr que tu disais que tu étais sûr que les Bucks gagneraient sans Yanis. Ça s'est vérifié. Moi, j'étais moins serein sur les Grizzlies sans Ja Morant, mais j'estimais qu'ils avaient quand même ce qu'il fallait pour au moins égaliser et ça s'est produit aussi. Donc c'est les deux trucs que je retiens, c'est le truc que je retiens sur ces deux matchs-là. Et puis après, le dernier match était un peu rocambolesque, on va dire. Ouais, il y a eu allez, même une deuxième mi-temps complètement folle entre Denver et Minnesota. On peut peut-être commencer par ce match. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais autant commencer par ce match parce que je l'ai trouvé assez intéressant. Mm. Les Timberwolves étaient menés de 15 points à la mi-temps. Ça donnait l'impression qu'ils allaient encore prendre une claque. Et ils sont finalement revenus dans le troisième quart-temps. Et on a peut-être les deux, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, on a les deux plus grosses performances de la nuit sur ce match, c'est-à-dire qu'il y a Jamal Murray qui met 40 points, Anthony Edwards qui met 41 points. Il y a eu un beau duel et les Nuggets qui ont fini par reprendre le dessus dans le Money Time. J'imagine que le match t'a fait vibrer. Moi perso, Alors, j'ai bien beaucoup aimé. il m'a plus surpris, il m'a un peu pris de court parce que j'étais en mode ah c'est bon, c'est plié. J'étais en mode petit déj et je regarde d'un œil, tu vois, en écrivant sur les autres matchs en même temps. Et quand j'ai vu qu'il commençait à revenir, ouais, là le match est devenu intéressant. À la limite, c'est Anthony Edwards qui m'a bien fait vibrer parce que je m'attendais pas à ce que. On savait qu'il avait sans lui, mais je m'attendais pas à ce qu'il prenne autant feu. Il finit avec 41 points. Tu parlais Ouais. des deux plus grosses performances. Celle d'Edwards, c'est typiquement le genre de performance qu'on attend de lui pour montrer qu'il est bien le gars qu'on attend. Et face à celle de Jamal Murray, 40 points. Alors hier, on disait ou mardi, on disait il faisait partie des joueurs qui auraient pu être cités dans les joueurs surcotés. Il me semble que t'avoir entendu dire ça. Ça se Exactement, défend. j'ai Non, mais bien tapé dans le mille. non, mais ça se défend. Ça dépend comment on interprète le truc. Mais Oui, toujours. il avait déjà montré par le passé qu'en playoff, il était capable de faire des gros trucs. Hein. Dans la bulle, il avait sorti un match à 50 points. Et d'ailleurs, cette espèce de duel qu'il y a eu là de scoreurs, ça m'a un peu rappelé ce qu'il y avait eu entre Murray et Mitchell dans la bulle, où ils Ouais. se répondaient comme ça. Et bon, en tout cas, le match était étonnamment serré. Il n'aurait pas dû être aussi serré parce que Denver a relâché la pression, la tension, tout ça. Et c'était pas très rassurant pour la suite. Mais par contre, ils ont su faire le job au moment venu, notamment par Jamal Murray. Ah, Murray, il a mis des. Moi, j'avoue que j'ai été quand même un peu surpris par la performance de Murray, mais c'est peut-être parce que justement je le sous-estime et ça irait de pair avec le fait que je pense que des fois il est surcoté. Enfin, tout Ouais. dépend évidemment de la vision qu'on a de Murray, parce que le surcoté, surestimé ou sous-coté, ça dépend d'une certaine perception. Mais bref, tout ça pour dire la performance de Murray, j'avoue, m'a assez impressionné. Il met des tirs très difficiles. La qualité de tir sur ce match, moi, c'est ça qui m'a plu des deux côtés. En fait, il y a eu un pack. Ouais, il a pris que 22 tirs, il en met 13, 6 paniers à 3 points, dont 2 step back dans le quatrième quart-temps où il est très bien défendu par Conley. Il tape un step. Voilà, 2 fois, je pense que les deux, c'est dans les 4 dernières minutes. Il met un step back avec un 3 points très pur. Michael Porter Jr. aussi, et je pense Michael Porter Jr. d'ailleurs, qui a la mécanique de tir la plus pure de. Enfin, non, je sais qu'on a souvent dit ça de Klay Thompson, mais Michael Porter Jr., c'est incroyable quand il tire, c'est très beau à voir. Et lui aussi a été
très important dans le quatrième quart-temps. Il finit avec 16 points à 5 sur 7 au tir. Il n'a pas pris beaucoup de tirs. Par contre, voilà, il a mis quasiment dedans à chaque fois. Quand il fallait, ouais. Murray et lui ont été très, très précieux. C'est vraiment eux deux qui ont articulé le comeback, enfin le re-comeback des Nuggets qui ont repris le dessus dans le quatrième quart-temps. Mais je pense qu'il y a des signes encourageants quand même pour Minnesota pour le coup. Il y a eu de la combativité, il y a eu une réaction, il y a eu... C'est ça, au moins ça laisse supposer qu'ils vont pas sortir sur un sweep, qu'ils sont capables peut-être de gagner au moins un match à domicile. Après, c'est quand même beaucoup dû, je trouve, au fait que les Nuggets les ont laissés rester dans le match, les ont laissés revenir. Enfin, quand t'es Denver, prendre 40 points dans le troisième quart-temps, c'est pas normal si t'es prétendant au titre, comme moi j'estime qu'ils le sont. C'est un petit problème d'intensité qu'ils ont réglé sur la fin, mais faut quand même bien faire attention. Je trouve que Rudy a été pas mal dans ce match. Ouais. C'est bon, c'est des stats, mais c'est le seul joueur qui a fini avec un différentiel positif, un plus-minus positif du côté des Wolves. Plus 4, ouais. Voilà. Et par contre, on a retrouvé notre ami Playoff Cat, qui a pas été là dans les moments chauds, offensivement, parce qu'à la limite qu'il soit pas très bon défensivement, surtout en playoff, on s'y est habitué, mais s'il a plus l'attaque, shooter à 3 sur 12, prendre que 12 tirs, c'est en perdant 5 ballons et des trucs hyper évitables encore. Ouais, il était gêné par des fautes aussi. Gêné par les fautes, mais les Wolves peuvent pas... ils peuvent pas espérer gagner une série ou rendre une série intéressante si Kat est pas meilleur que ça, quoi. Ouais, je sais même plus si j'ai encore envie de parler de Karl Anthony Towns. J'ai pas envie de passer pour un hater. Mais effectivement, il a perdu des ballons, il a fait des fautes. J'ai toujours encore ce questionnement sur ce fit avec les deux pivots. Par contre, je trouve que les Timberwolves ont quand même été intéressants. Je pense que leur plan n'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'il faut essayer de limiter le plus possible, de limiter le plus possible les situations où Nikola Jokic peut faire des passes. Je pense que c'est vraiment la clé contre Denver. Faut que tu empêches Jokic de trouver des situations de passe. D'ailleurs, notamment un peu à la fin, Gobert qui a été bon, il finit à 19 points, 8 rebonds, mais il y a un moment où il veut trapper sur un pick and roll, il veut trapper sur Murray. Et du coup, Jokic, si tu laisses juste un mètre où il peut voir le jeu, vision périphérique, boum, ça donne un alley-oop pour Aaron Gordon. Je pense qu'il faut vraiment essayer au maximum de limiter ces situations-là et de forcer Murray et Porter Junior à faire la différence, parce que Murray ne va pas marquer toujours 40 points. Porter Junior, il ne va pas toujours tirer à 5 sur 7. Donc bon, je pense que le plan n'était pas mauvais, l'état d'esprit était bon. Après, voilà, il y a quand même une équipe qui m'a l'air beaucoup plus forte que l'autre au final. Ouais, voilà, faut juste que ce soit un petit accident, ce relâchement. Ouais. On sait qu'aujourd'hui en NBA, les écarts peuvent être comblés rapidement, mais voilà, moi j'attends que les Nuggets soient plus... justement, se mettent pas dans ces situations-là, dans cette série, déjà dans cette série, et ensuite pour le reste. Ouais. Et on peut parler d'une équipe qui a joué un peu plus sérieusement pour le coup, enfin vraiment pendant 4 quarts-temps, les Grizzlies, très appliqués comme d'habitude avec Tyus Jones à la baguette, donc qui serait titulaire 1 heure avant le coup d'envoi. Je sais que c'est ton gars, je vais te laisser la parole sur Tyus Jones et sur les Grizzlies, parce que c'est pas que lui, hein. C'était vraiment un gros travail collectif de la part de Memphis pour gagner son Morant. Même LeBron a dit après le match, ça changeait rien, on savait qu'avec Tyus Jones titulaire, l'équipe était aussi forte. Donc tu vois, sans même y être invité, il a tout de suite, il l'a spontanément cité. Encore une fois, c'est pas sur les stats que ces stats, elles sont, je veux dire, elles sont honorables. 10 points, 6 rebonds, 8 passes. Voilà, une seule perte de balle sur 36 minutes. Voilà. Mais c'est dans l'orchestration du jeu, je les trouve encore très très bons. Memphis a remis l'agressivité défensive notamment qu'a fait leur force aussi cette saison, et les Lakers, je les ai trouvés nettement moins inspirés et presque au bout d'un moment résignés assez rapidement, comme si c'est le cas, hein, mais comme s'ils avaient fait le plus dur en gagnant le premier match et qu'ils se laissaient un peu l'occasion de souffler, et on n'a pas vu un très bon Anthony Davis, il l'a reconnu aussi après. Davis au niveau stats, ça donne 13 points à 4 sur 14, donc c'est un peu troublant, parce qu'il y a toujours ces matchs, ces périodes où d'un match à l'autre, il va être ultra agressif en attaque et tu te dis c'est un cheat code total, tu peux absolument pas le stopper, surtout quand il est avec LeBron et ces joueurs là autour. Et là, il va te sortir un match à 4 sur 14 où défensivement, il impacte toujours, hein, il va faire des contres, il en fait 5 cette nuit, mais en attaque, c'est pas assez tranchant. Et vu que les autres, pour le coup, Hachimura a encore refait un bon match, il met 20 points à 7 sur 12. Mais là, les autres étaient moins... Austin Reeves plus discret.
LeBron a fait le job, pas de souci. Mais je trouvais les Lakers un peu plus. Je ne voudrais pas trouver un adjectif trop péjoratif parce qu'ils ont quand même fait le job sur le match précédent, mais un peu résigné facilement. Voilà. Il n'y a que Davis, il a pris que 4 lancers, donc il a provoqué Ouais. peu de fautes. Pareil pour LeBron James. C'est une équipe qui d'ordinaire provoque beaucoup de fautes. Les Lakers, on en a parlé plusieurs fois du différentiel de lancer franc entre les Lakers et leurs adversaires. Là, ça a manqué d'agressivité vers le cercle. Donc ça rejoint au final ce que tu dis. Il y a peut-être eu une forme de suffisance. Alors, je vais faire un peu long sur les Lakers, mais dans le late session, on avait tous les deux dit qu'on voyait les Grizzlies gagner. Moi, c'était avec ou sans Morant, en fait. Alors, je donne du crédit aux Grizzlies, mais je me disais qu'à partir du moment où Memphis jouait un peu décemment, ils allaient gagner ce match. Et l'idée, en fait, c'était même pas. C'était les Lakers. Tu vois, les Lakers, je les considère comme une équipe irrégulière offensivement. Le problème, c'est que contre Memphis, c'est deux équipes défensives. On sait que leur base, c'est la défense. Mais tu ne peux pas outplay Memphis en défense. Tu ne peux pas gagner juste une série défensive contre les Grizzlies. Les Grizzlies, si tu as deux équipes ou deux mecs qui ont les mêmes qualités, qui ont la même qualité, mais qu'il y en a un qui le fait mieux que l'autre, il faut que tu trouves quelque chose ailleurs pour compenser. Et à Los Angeles, le problème, c'est que ça manque de shooters, en fait. Faut le dire comme ça. C'est mieux depuis le transfert, mais il n'y a pas de spécialiste, tu vois. Austin Reeves, c'est d'abord un slasher. Il prend que 3 tirs à 3 points. C'est pas, il peut en mettre. Il y a un peu le cliché de l'arrière blanc, mais c'est pas un shooter à 3 points. Hachimura, il en met, mais c'est pas non plus un spécialiste. D'Angelo Russell, c'est un manieur de ballon. Schroeder, pareil. Il y a pas un ou deux vrais extérieurs shooters. Et là, sur cette panier à 3 points. Voilà, exactement. Sur 26. Ils mettent 7 paniers à 3 points à 27%. Ils sont bien en dessous de leur pourcentage en saison, alors que les Grizzlies, eux, sont dans les clous. 30%, c'est grosso modo leur pourcentage. Ouais. Ils sont à 33 sur la saison. Donc, si tu n'as pas cette adresse extérieure contre Memphis, tu ne peux pas gagner, en fait. Et après le premier match, je me doutais qu'il y avait des chances, en fait, que les Lakers n'aient pas cette même réussite à 3 points, qui sera clé pour eux dans cette série. Par contre, même si Tyus Jones fait le taf, je pense que tu peux gagner des matchs avec Tyus Jones, mais je ne suis pas sûr que tu puisses gagner une série. Et si je me projette sur le Game 3, je pense que les Grizzlies vont avoir besoin de points, parce que les Lakers ne seront pas toujours aussi maladroits. Et à partir de là, à un moment, il leur faudra déjà Morant. Il faudra qu'il y ait sa percussion, tout ce qu'il peut apporter à Memphis. Ouais, probable, ouais. Après, la Memphis, là où je les attendais moins, j'avais peur de cette domination intérieure qu'on a vue sur le match précédent, avec Davis notamment, et le fait que sans Brandon Clark et ni Steven Adams, ils soient en difficulté à l'intérieur. Là, tu vois, le fait qu'un Xavier Tillman sorte un match comme il l'a fait, ouais. ça m'a bien surpris. Et je pense que s'il arrive à répéter ces performances-là, il fait 22 points, 13 rebonds, 3 passes, à 10 sur 13. Enfin, il a vraiment fait un gros match. Meilleur match de sa carrière. Meilleur match de sa carrière, il l'a sorti au bon moment. Et c'est un peu ça que j'aime aussi avec Memphis. Et je crois en cette capacité à ce que des mecs qui n'étaient pas aussi en vue les semaines ou les mois précédents arrivent à step up un peu, tu vois. Là, sur le banc, David Roddy, qui est un rookie dont on a très peu parlé cette saison, mais qui a eu un impact intéressant. Quand ces mecs-là, je les crois capables de peser sur l'ensemble de la série. Ça va pas être facile, mais je pense que c'est jouable. Après, il faut aussi qu'un Dillon Brooks arrive aussi à apporter sur le terrain, sportivement et pas que dans la provocation, parce que j'en attends beaucoup plus de lui que simplement le rôle du troll qui embête l'adversaire. Bon, on peut en parler un peu parce que c'est quand même un des faits marquants de la nuit. Donc, enfin, à la marge, mais c'est une image marquante de la nuit, on va dire. Il y a Dillon Brooks qui échange quelques mots avec LeBron James. Il y a eu du trash talking. Si je peux te donner si tu vas me dire ce que tu en penses, je te donne sa déclaration. Alors, en substance, sa déclaration d'après-match. Donc, il s'est un peu pris le bec, juste un échange de mots avec LeBron James. Et après le match, il a dit « Je m'en fous, il est vieux. J'attendais ce moment où il allait me parler. Il a voulu me parler quand j'ai pris ma 4e faute. Il aurait dû le faire plus tôt. Je le provoque. Je ne respecte personne tant qu'on ne m'a pas mis 40 points sur la tronche. Je lui ai dit, finalement, tu veux parler. Et je lui ai fait comprendre qu'il ne pouvait pas me prendre un contre un. Voilà. Et après ça, il est sorti. Il devait être fatigué. Il n'est plus au même niveau qui était le sien à Cleveland ou Miami. J'aurais préféré jouer contre ce mec-là. Ça aurait été plus dur. Mais bon, ça, c'est le plus beau, je trouve. Mais bon, je fais avec ce que j'ai en face de moi. Ça, je trouve, c'est la plus belle phrase. Et il finit par lâcher quand même. Je vais le fatiguer sur une série au meilleur des 7 matchs et on verra s'il peut tenir. Ouais.
C'est amusant parce que pour lui, c'est un sport, c'est une discipline, le trash talk. Alors c'est plus intéressant que quand c'est un Beverly qui, pour le coup, est incapable vraiment de peser statistiquement sur les matchs. Là, lui, tu sais que Brooks, il a quand même du talent. Mais par contre, j'ai envie de lui dire qu'il raconte un peu n'importe quoi parce que là, pour l'instant, enfin, qu'il raconte n'importe quoi. S'il pense gêner LeBron pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Parce que quand j'ai vu les stats ce matin, quand LeBron est défendu par Dillon Brooks, quand c'est lui son défenseur principal, LeBron, depuis le début de la série, il a 12 sur 19, 28 points, 4 passes. Il est même il a 3 sur 7 à 3 points. Il n'a pas perdu un seul ballon quand Brooks était Sachant sur qu'il lui. fait 1 sur 8 hier. Ouais, ok. Sachant qu'il fait 1 sur 8 hier. Bon, pour l'instant, Brooks, en tout cas, c'est ça. Tu sais, t'as ces joueurs qui ont la confiance irrationnelle en attaque quand ils ont la balle en pensant que c'est les meilleurs joueurs du monde, comme on le disait pour je sais plus qui l'autre jour, pour Randle peut-être. Dillon Brooks, il se persuade qu'il gêne un mec même quand c'est pas le cas, tu vois. Et je dis ça, J'aime beaucoup cette je dis formulation. ça alors qu'il joue pour une équipe que j'aime bien et qu'en soi, je trouve que c'est un bon basketteur. Tu vois, au contraire de certains mecs qui parlent beaucoup, il est capable d'être un très très bon basketteur en plus de ça. Et là, quand il reproche à LeBron, quand il lui dit ah ça y est, tu me parles, il a essayé 4 ou 5 fois d'accrocher son regard pendant le match et de se mettre de se coller à lui. Il y a juste, LeBron a même mis du temps, je trouve, avant de avant de craquer entre guillemets, de façon très relative. Bon, pourquoi pas ça, ouais, voilà, c'est un positionnement intéressant. Mais je suis pas sûr que LeBron soit la bonne personne avec laquelle faire Ouais. ça. Ouais, moi, si j'étais lui, je me méfierais parce qu'il y aura un match où les Browns, ça va planter très, très, Bah, c'est très ça. sévère dans sa tête, même à 38 ans. Bon, je te propose qu'on passe sur le dernier match. C'était entre guillemets, le moins intéressant, en tout cas dans son déroulé de la soirée, parce que Ouais, Milwaukee a écrasé Miami. Il n'y a que 16 points d'écart à l'arrivée, mais il y en a eu 36 en cours de jeu. ouais, Il y a c'est 26 assez. points à la pause. Donc Milwaukee qui a écrasé Miami sans Giannis laissé au repos, comme tu le disais, et Mm. sans Tyler Hero. Je note quand même la petite performance de Victor Oladipo que tu avais annoncé. J'en profite, Ouais. on flambe un peu, on se lance des fleurs, mais c'est vrai que tu avais annoncé qu'Oladipo, fallait le faire jouer. Il met 15 points. Mais ouais, Miami, on sent que. T'as là Milwaukee qui a égalé un record NBA quand même. Ouais, 25 à 3 paniers à points, ouais. 3 points marqués. Je sais pas si tu as des choses à retenir en particulier de ce match, des choses qui te marquent. Bah, ouais, ouais, l'adresse à 3 points était indécente. Les 16 points d'écart, ils reflètent même pas, ils rendent même pas justice à la domination, à la facilité avec laquelle les Bucks ont gagné le match, parce que c'est vraiment dans le quatrième quart-temps qu'ils se sont relâchés. Ils avaient un peu, ils commençaient un peu à vider le banc. Même Meyers Leonard a joué. À partir de là, même Même Goran meilleur Leonard. Dragic. Oui, voilà. Sinon, je retiens que ce que tu avais dit s'est produit, c'est-à-dire qu'ils sont capables, en tout cas pour le moment sur un match, on verra si ça amené à se reproduire. Je pense pas. Je pense que Yanis va quand même revenir rapidement. Ils sont largement capables de tenir, faire mieux que tenir la distance sur un match, surtout contre une équipe qui était amoindrie elle aussi. Euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait qu'on voit un mec comme Connaughton qui n'était pas du tout apparu dans la Ouais, rotation ce qui était sur le match surprenant précédent, d'ailleurs. ce qui était un peu surprenant parce que lors de la campagne pour le titre, il avait été quand même important. Mais là, il fait 22 points avec 6 paniers à 3 points en sortie de banc. Drew Holiday a été le patron sur le terrain, hein, sans aucune surprise. Il avait dit, justement, il avait expliqué qu'il avait discuté avec Yanis avant le match, quand c'était encore incertain. Il disait, vas-y, tu peux te reposer, on gère ce soir. Alors qu'ils sont menés 1-0 à domicile et qu'ils sont sous pression, bah, ils ont un peu j'allais dire cette force du champion, même s'ils sont pas champions en titre, ils ont cette Mm. capacité, cette culture qui permet de gérer des matchs comme ça. Le hit m'a semblé vraiment trop juste, trop juste ce soir. On n'a pas vu un très grand Butler, un très grand Adebayo. Ouais, Pareil, un peu, tu sais, un peu la Bébé même vibe. reménagé après sur la fin de match. Ouais, tu sais, un peu la même vibe que les Lakers. Ils se sont vite résignés en se disant bon, de toute façon, on a pris un match. On va pas se mettre minable pour essayer d'en gagner un deuxième, quitte à perdre. Donc c'est les matchs un peu entre deux. Quand une équipe a gagné à l'extérieur le premier match, elle se relâche souvent sur le deuxième. Donc je retiens Oladipo, dont j'espère qu'il pourra contribuer, parce que là, du coup, c'était Duncan Robinson qui était dans le 5, Ouais. qui a été pas mauvais d'ailleurs. Enfin, 14 points à 4 sur 6 à 3 points, c'est plus ou moins ce qu'on lui demandait avant. J'ai trouvé Oladipo intéressant, et c'est peut-être lui qu'il faut mettre d'entrée, à mon avis. S'il a les jambes pour le faire, la 26 minutes, ça montre quand même qu'il a du coffre. Donc je pense qu'il faut le mettre sur le prochain match. Yes, moi, alors ce que je retiens, le petit truc que je retiens, c'est très rapidement, c'est juste que les Bucks, c'est assez intéressant quand il n'y a pas de Giannis, ils s'appuient pas mal sur Brook Lopez dans la raquette.
Donc Lopez qui a mis 25 points. On retrouve un peu le Lopez scoreur près du panier. Ça a quand même été longtemps sa marque de fabrique. C'est bon de voir qu'il a encore ça en lui. Il a encore ça en lui. Bobby Portis qui finit en double-double, 13 points, 15 rebonds, 5 passes. Enfin bref, tout le monde a un peu déroulé du côté de Milwaukee. Je pense effectivement que ce match-là, bon, c'est vite une envie de passer à autre chose. Le Game 3, ça sera sans doute plus serré avec ou sans Giannis. On s'annonce quand même sur une bataille un peu plus serrée à Miami. On a fait le tour. Juste très brièvement, je donne juste une info très brièvement. Donc, enfin, vous l'avez peut-être vu, mais Mike Brown a été élu coach de l'année à l'unanimité. C'est la Quelle première surprise! fois. Quelle surprise! Tout le monde a voté pour lui. Bon, on pouvait s'en douter. Après le renversement effectué aux Kings. Donc voilà, Mike Brown, ça a tout souri aux Kings un peu cette semaine. Et ça me fait, en fait, en voyant qu'il avait gagné, on s'y attendait et c'est ultra mérité. Je me suis, en regardant un peu les vainqueurs précédents des dernières années, il y a quand même une petite tendance des coachs NBA qui ont une petite traversée du désert et qui reviennent. Qui reviennent fort. Il y a D'Antoni, il l'avait gagné, Thibodeau, il l'avait regagné. Après, ça a une petite traversée du désert. Alors Mike Brown est resté dans des coaching staff et pas n'importe lesquels. Donc, mais en tant que head coach, c'est bien de voir que tu peux, même après une période où peut-être des gens ont pu se dire que tu n'étais plus trop dans le coup, parce que tu étais d'une autre époque, parce que Mike Brown, il a déjà été coach de l'année, mais ça remonte. Tu vois. Ça date. C'était avec voilà, les Cavaliers. Je trouve que c'est un beau témoignage de la qualité des coachs quand ils arrivent à rester, à rester importants, à rester bons et compétents, même 15 ans après leur prime, 10 ans après leur prime. Donc bravo à lui. Ouais, bravo à lui. Effectivement, tout sourit aux Kings. Après Fox, trophée du joueur le plus clutch. Et justement, les Kings qu'on retrouve ce soir. Pour finir, voilà, je vous donne juste les matchs de ce soir. Il y a donc les Kings qui jouent contre les Warriors. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme affiche? Pardon, on a Kings Warriors, Nets Sixers et Suns Clippers. Oui, c'est vrai que les Suns Clippers, ça enchaîne. C'est la seule série qui enchaîne comme ça tous les deux soirs. Ils veulent apparemment tuer Kawhi Leonard et Kevin Durant. Mais voilà. Mais bon, tant mieux, ça fera des beaux matchs. Donc, on se retrouve, nous, demain matin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir sur la chaîne Basket Session, sur YouTube. Il peut y avoir des vidéos qui traînent, des podcasts. N'hésitez pas à les regarder, jeter un œil. Et puis sur le site basketsession.com pour avoir plus de news sur la NBA. Salut à tous. Ciao.